En République démocratique du Congo, 3 membres des forces armées ont été tués à Lubumbashi. Ils ont succombé au cours d'une incursion des miliciens Bakata Katanga. Ils sèment la terreur dans la région. En Centrafrique, Faustin Archange Touadéra compte rempiler. Le chef de l'État sortant part à la conquête de nouveaux mandats. Le scrutin est prévu pour le 27 décembre prochain. Et puis le Madagascar compte sur la coopération et la solidarité pour vaincre le coronavirus. Le Premier ministre du pays s'est exprimé à la tribune des Nations Unies en marge de la 75e Assemblée générale de l'organisation. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En République démocratique du Congo, Lubumbashi, deuxième ville du pays, a connu à la fin de la semaine écoulée une incursion des miliciens katangais. Le bilan officiel fait état d'une douzaine de personnes tuées, dont 3 éléments des forces de l'ordre. Les détails dans ce reportage. L'armée congolaise aura perdu à l'improviste 3 officiers. 2 policiers et 1 soldat tués lors d'une incursion de miliciens armés dans la capitale minière Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Côté assaillant, on dénombrerait officiellement 16 morts et une dizaine d'hommes capturés. L'ONG Justicia et SBL dresse par contre un bilan provisoire de 4 morts et 5 blessés du côté des forces loyalistes et une dizaine de morts parmi les assaillants. Selon plusieurs sources, les 2 policiers tués ont été décapités par les assaillants qui ont attaqué le siège régional de la télévision nationale RTNC. L'attaque aurait été précédée par une tentative d'évasion à la prison de Lubumbashi avec d'importants dégâts matériels et des pertes en vie humaine. 4 détenus qui ont troué le mur de la prison pour s'évader ont été abattus, selon le directeur de la prison, qui parle également de 6 blessés par balles perdues parmi les prisonniers. De sources concordantes, les miliciens étaient accompagnés de femmes et d'enfants scandant des slogans sur l'autonomie et l'indépendance du Katanga. Ils ont été identifiés comme des éléments maïmaï du mouvement des indépendantistes et révolutionnaires africains Mira. Le groupe armé Mira a été fondé par le chef de guerre Gédéon Kiyongu Muntanda, en fuite depuis fin mars après une précédente incursion de ses partisans. Le terme maïmaï désigne un groupe armé d'autodéfense à caractère communautaire. Au Nigeria, le bilan de la récente attaque djihadiste survenue au nord-est du pays est revu à la hausse. Selon des sources sécuritaires dignes de foi, on dénombre désormais une trentaine de morts. Reportage pour plus de détails. L'État de Borno, cible récente d'attaques meurtrières, toujours inconsolable. Le dernier bilan de l'embuscade tendue par des djihadistes contre le convoi transportant le gouverneur du dit État révèle désormais le chiffre d'une trentaine de personnes abattues. Un précédent bilan établi aux premières heures de l'attaque faisait état de 15 morts. Ce bilan a doublé selon 2 sources sécuritaires qui ont précisé que 12 policiers, 5 soldats, 9 civils et 4 membres d'une milice soutenue par le gouvernement font partie des victimes. 13 personnes auraient par ailleurs été blessées au cours de l'attaque. Les assaillants, toujours activement recherchés, auraient dans leur fuite emporté un véhicule blindé de transport de troupes, un camion avec des armes à feu et 6 véhicules utilitaires. Le gouverneur de l'État de Borno, sorti sain et sauf de l'attaque, effectuait un déplacement à Bagar dans le cadre de la préparation du retour de milliers d'habitants chassés de la ville par les djihadistes en 2014. Les routes qui traversent l'État de Borno sont d'ordinaire qualifiées de dangereuses en raison de la présence de combattants djihadistes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, et de leurs rivaux de Boko Haram qui dressent des barrages sur les routes, tuent ou enlèvent les voyageurs. Et au Burkina Faso, 6 membres des volontaires de défense de la patrie ont été tués en début de week-end écoulé. Ils ont trouvé la mort au cours d'une opération de ratissage après une attaque dans l'est du pays. Détail. Tout est parti de l'attaque d'un hameau à Fadangourma, dans l'est du pays, par plusieurs dizaines de terroristes lourdement armés. Suite à cette attaque, des équipes de volontaires de défense de la patrie ont engagé des opérations de ratissage. Malheureusement, une de ces équipes est tombée dans une embuscade, ayant entraîné la mort de 6 d'entre eux, un porté disparu et 2 blessés.
Instaurés en novembre 2019, les VDP sont constitués de volontaires civils recrutés pour aider les forces de défense et de sécurité dans la lutte anti-djihadiste. Ils reçoivent une formation militaire de 14 jours avant d'exercer des missions de surveillance et de protection. Ils sont équipés d'armes légères ainsi que de moyens de communication et d'observation. Plus d'une centaine ont été tués au combat depuis janvier 2020. Le maire de la commune a salué le sacrifice de ces VDP qui, nuit et jour, aux côtés des forces de défense et de sécurité et au péril de leur vie, veillent sur la sécurité des populations de nos villages. Entre le 11 et le 13 septembre, au moins 26 terroristes ont été neutralisés lors de 2 opérations militaires menées dans le nord du Burkina Faso, selon l'état-major du pays. L'armée avait déjà annoncé le 15 septembre avoir démantelé une base terroriste et neutralisé 2 terroristes. Le Burkina Faso, frontalier au Mali et au Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 2015. Les violences, mêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait au total 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l'Organisation des Nations Unies. En Centrafrique, le scrutin du 27 décembre prochain ne se fera pas sans Faustin Archange Touadéra. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Voyons tout cela dans cet élément. C'est une lourde responsabilité, une très lourde responsabilité. Mais j'accepte d'être votre candidat, a déclaré devant les membres de son parti, le mouvement Cœur Uni, MCU, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, élu en février 2016 et dont la candidature n'est au fond pas une surprise. Plus de 7 ans après le coup d'État d'une coalition de groupes armés à majorité musulmane, la Séléka, qui a renversé le président François Bozizé en 2013, le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu pour se tenir le 27 décembre. Mais l'incertitude prévaut aujourd'hui quant à la possibilité de les tenir dans ce délai. Des retards importants s'étant fait jour dans leur organisation, notamment l'enregistrement des électeurs. Prévu pour ce 27 septembre, la fin de l'opération a dû être repoussée. En effet, face à d'importants retards, l'Assemblée nationale, à majorité présidentielle, a fini par voter une extension de ce délai au 8 octobre. Cette réforme du code électoral de toute dernière minute doit cependant encore être validée par la Cour constitutionnelle. Faustin Archange Touadéra, 63 ans, a été élu en février 2016 avec 62,71% des suffrages sur un territoire largement aux mains de milices rebelles et théâtre des actions meurtrières. Ce sera encore le cas en décembre, malgré la signature en février 2019 d'un accord de paix entre les 14 principaux groupes armés rebelles et le gouvernement. Le principal rival de Touadéra, cette fois, devrait être François Bozizé, de retour au pays depuis 1 an si sa candidature est validée. Mais en attendant, une dizaine d'autres candidats se sont déjà déclarés pour la présidentielle, dont Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, 2 anciens premiers ministres, ainsi que Catherine Samba Panza, présidente de la République de transition de 2014 à 2016. À la tribune des Nations Unies, le Madagascar a axé son discours sur la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre appelle à la solidarité et à la coopération pour vaincre le virus. Il s'exprimait à l'occasion de la 75e Assemblée générale de l'organisation par visioconférence. C'est par la solidarité et la coopération que nous pourrions venir à bout de la pandémie du Covid-19. C'est là l'image et le sens réel et bénéfique que nous pourrions offrir et recevoir du multilatéralisme. La situation en matière de paix, de sécurité internationale et de droits de l'homme s'est encore détériorée dans certaines parties du monde. Plusieurs échéances électorales nationales ont dû être reportées, la démocratie étant déstabilisée. Et puis au Liban, le Premier ministre désigné pour former un nouveau gouvernement a annoncé renoncer à la formation de cette équipe. Le nouveau gouvernement devrait remplacer celui qui a démissionné après la gigantesque explosion meurtrière au port de Beyrouth. C'était le 4 août dernier. Moustapha Adib, désigné Premier ministre libanais le 31 août dernier, a renoncé à former le nouveau gouvernement faute de consensus. Il avait pour mission de former un nouveau gouvernement destiné à sauver le pays d'une des pires crises économiques de son histoire après la démission du précédent suite aux explosions dévastatrices
au port de Beyrouth. Les partis politiques libanais s'étaient engagés début septembre lors de la visite du président français Emmanuel Macron à former un cabinet de mission composé de ministres compétents et indépendants dans un délai de 2 semaines pour sortir le pays du marasme économique. Dans une allocution, Moustapha Hadib a présenté ses excuses aux Libanais pour, dit-il, son incapacité à réaliser leurs aspirations pour un gouvernement réformiste. Alors que les efforts pour former un gouvernement atteignaient les dernières étapes, je me suis rendu compte que l'accord sur lequel j'acceptais cette mission nationale pendant cette période difficile de l'histoire du Liban n'existe plus. De plus, la ligne gouvernementale avec les spécificités que j'ai mises a totalement échoué. Je tiens à l'unité nationale fondée sur la Constitution et sa crédibilité. Je m'excuse de ne pouvoir poursuivre la tâche combien exaltante de former le gouvernement. Les efforts de Moustapha Hadib ont notamment été entravés par 2 formations chiites, le Hezbollah, poids lourd de la politique libanaise, et son allié Amal, dirigé par le chef du Parlement, qui réclame le portefeuille des finances. Selon les observateurs, l'obstination du tandem chiite est liée aux récentes sanctions américaines contre un ministre du parti Amal et 2 compagnies affiliées au Hezbollah. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.